Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal. Date historique, le 30 octobre 2015. 2015? 2020. Alors oui, le 30 octobre 1995, où étiez-vous ce soir-là? Moi, je le sais où j'étais. J'étais dans mon lit, accablé, mais néanmoins serein parce que je pensais que nous étions sur la bonne voie, que la prochaine étape nous conduirait à l'indépendance. Vu. Mais j'avais organisé une soirée avec des amis, dont la journaliste, qui n'était pas journaliste à ce moment-là, Chantal Guy. Un certain nombre d'amis, on avait convenu que si nous gagnions, on se réunissait chez moi, sur la rue La Fontaine, et que nous célébrerions la, la victoire. Non, non, j'étais pas sur La Fontaine, j'étais sur Logan. Et que nous célébrerions tous ensemble la victoire, la naissance du pays, et que j'offrais la bière. Voilà. Et le téléphone n'a pas sonné. Mais je me souviens que tout le long de la soirée, j'avais ma voisine au-dessus de chez moi. Et tout le long de la soirée, le oui a mené, jusqu'à temps que les résultats de la ville de Montréal rentrent, en particulier l'ouest de l'île, dont le comté de Darcy-McGee, qui a voté à 97% pour le non. On peut dire que le consensus, un beau consensus en tout cas. Et ma voisine, au-dessus de chez moi, euh, anglophone, étudiante à Concordia, de gauche aussi, parce que j'ai pu échanger avec elle quelques mots, qui me tenait dans une sorte de, je dirais, de mépris. Hein? Et puis, quand le non a pris le devant, eh bien, j'ai entendu un long cri de joie provenant de l'étage supérieur. Ce cri de joie ne cesse pas de me blesser comme une... Je pense que c'est ça que je vais retenir de toute la soirée. Ce cri-là de joie de ma voisine anglophone, d'origine polonaise. Ouais. Quant à la campagne elle-même, je vais vous livrer quelques-unes de mes impressions. Moi, je fréquentais un café en bas de chez moi, sur Logan. Et pendant toute la campagne référendaire, pratiquement tous les jours, j'y retrouvais le cinéaste Pierre Falardeau. On avait plaisir à échanger l'un avec l'autre. On se réunissait, parfois d'autres gens venaient se joindre à nous et on commentait la situation politique au jour le jour. Lui était moins enthousiaste que moi, mais il était bien d'accord pour se laisser porter par mon enthousiasme, mais tout de même, je lui avais prédit la défaite à un demi-point. Alors après cette malheureuse prédiction de ma part, ça a été sans doute l'un des derniers à tenir en haute estime mon jugement politique, parce qu'après ça, me suis toujours trompé. C'était la dernière fois où j'ai eu raison, en fait. La dernière fois où j'ai eu raison dans mon analyse, ça a été plutôt fatal. Je me suis trompé sur beaucoup de plans dans ma vie. Sur le plan politique, c'est que je prends mes désirs pour la réalité. Voilà. Et j'ai toujours vécu comme ça. Mes désirs sont très puissants. Et c'est eux qui... Je suis porté par mes désirs, au fond. C'est eux qui m'indiquent le chemin. Parfois, je me retrouve dans une impasse. Parfois, je me retrouve en grande difficulté, parce que mon imagination étant telle que je prends des vessies pour des lanternes. Mais tout de même, alors c'était plutôt plaisant d'échanger comme ça avec ce cinéaste-là, qui était mon voisin, incidemment. C'était mon voisin, donc il y avait un café à côté de nos deux domiciles respectifs. Et j'ai raconté ici ou ailleurs, peut-être, que bien des années plus tard,
Il me rendait visite de temps à autre à ma librairie Côte-des-Neiges, à Côte-des-Neiges. Et une fois, je l'ai croisé à un salon du livre, il y avait une file de jeunes enfants qui attendaient pour lui faire signer des livrets. Pas des livrets, des signets. Et il me disait, il avait un bon sens de l'humour, il dit, tu te rends compte? Je suis rendu que je signe des signets. Alors ça, c'était plutôt amusant. Ouais. Pas grand droit d'auteur avec ça. Ah, c'est un chic type. Et je pense qu'on est plusieurs à le regretter. La veille, le dimanche 29 octobre, je suis allé au parc La Fontaine, monter la côte. Je suis allé voir la sculpture de Félix Leclerc. La sculpture faite par le Roger Langevin, le frère de Gilbert. Que j'ai bien connu, j'ai bien connu les deux. Roger et Gilbert et la femme de Roger, Monique. J'ai connu bien les enfants aussi. Geneviève, Jérôme. Et, et d'autres enfants. Et nous étions. Combien nous étions là autour de la sculpture de Félix? On devait être peut-être 200-300 comme ça, recueillis littéralement là, autour du patriarche, autour de notre prophète. Il y avait une atmosphère, l'arrivée de Lucien Bouchard avait, les discours, la fougue de Lucien Bouchard avait littéralement galvanisé le mouvement indépendantiste, avait donné une impulsion. Moi, j'étais content, évidemment, mais c'est là aussi que je considère que l'histoire, elle est plutôt injuste, car Parizeau, qui avait milité au sein du Parti québécois, qui avait été ministre des Finances, qui avait été un inlassable bâtisseur du Québec, et en particulier du Parti québécois, qui avait repris, hein, qui avait repris à l'élection, suite, bon, je ne vais pas rentrer dans les dates, là, mais il avait littéralement reconstruit le parti. Les péquistes adoraient Parizeau. Le problème de Parizeau, c'est que les médias n'avaient cessé de dénigrer Parizeau sur ses origines bourgeoises, sur son fameux vigneron vigne en France, qui était en fait un petit lopin de terre dans une vigne communautaire. Alors, on était loin du châtelain, là. Mais il est snob. On n'a pas cessé de le dénigrer. Et un dénigrement qui venait même de la classe intellectuelle. C'est ça qui était assez confondant. De gens, au fond, qui lui reprochaient sa faconde, ses manières seigneuriales, sa gourmandise à répondre. Moi, Parizeau, il répondait à toutes les questions. Et puis, il prenait une véritable joie. Hein. Tout à coup, on lui posait, on se délectait. Là. C'était miam, 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 une bonne question. Je vais la bouffer, la question, je vais y répondre. C'était extraordinaire de voir ce cerveau-là à l'œuvre. Et Bouchard, lui, n'avait pas son passé politique. Il a été quelques mois à peine ministre de l'écologie, si ma mémoire est bonne, sous le gouvernement Mulroney, qui était un ami personnel de Mulroney. Et suite à, je pense qu'il était rentré en politique en 89, ou peut-être même en 90, en tout cas, quand l'accord de Meach quand les accords de Meach, finalement, n'ont pas été entérinés par Elijah Harper et l'autre premier ministre qui m'échappe, là, de l'île du Prince-Édouard, eh bien, Bouchard avait fondé avec Jean Lapierre, entre autres, et Rochelot aussi, il me semble, le député Rochelot, avait fondé donc le Bloc québécois. Donc, il était, et puis l'année suivante, ou 2 ans plus tard, il a été victime là, de la fameuse bactérie mangeuse de chair. Le Québec au complet avait découvert, avait prié même
pour que Lucien Bouchard se rétablisse. Alors, c'est assez curieux, c'est qu'au fond, Parizeau, on l'avait trop vu d'une certaine manière, et on l'avait trop dénigré, il était stigmatisé, et Bouchard était vierge, était étincelant. Et sa puissance oratoire, son énergie, hein, parce que ayant subi cette opération-là, il marchait avec sa canne, il marchait rapidement aussi. Il y a quelque chose de massif, de l'animal blessé là, qui sonne la charge. Là. Et c'était assez particulier aussi parce que je me souviens aussi d'avoir vu sur Mont-Royal Bouchard faire un discours. La rue Mont-Royal était pleine de gens. Et ses talents d'orateur étaient exceptionnels. Et il ne portait pas, il n'y avait pas de passé politique. Alors, par contre, là maintenant, il y a un passé politique. Mais à l'époque, de 90 à 95, c'était un homme vierge en quelque sorte, qui n'avait pas occupé de poste important, en tout cas pas suffisamment longtemps pour laisser sa marque. Et c'était pas... on lui avait pas fait la réputation qu'on avait faite à Parizeau. Par la suite, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre la démarche. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas aussi sur Lucien Bouchard. C'est un grand amateur de Napoléon et un grand amateur de Marcel Proust. Pour moi, c'était difficile de... Pour moi, j'avais de la difficulté à imaginer qu'on puisse avoir une passion pour, en fait, peut-être pas deux figures si antinomiques que ça, parce que un est parti à la conquête de l'Europe pour défendre ou exporter les valeurs de la Révolution française, et l'autre, à lui tout seul, a réinventé la littérature. À lui tout seul est parti à la conquête du temps. L'autre de territoire et l'autre du temps. Mais l'autre général des armées, l'autre, le général des armées, dans sa petite chambre de Liège. C'était difficile. En tout cas, pour moi, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors, il est devenu, on connaît la suite, Bouchard est devenu premier ministre du Québec en janvier 1996. Et assez rapidement, il y a eu la réforme Rochon, la réforme de la santé Rochon, ce qu'on a appelé le virage ambulatoire. Il y a eu les fusions forcées des municipalités. C'était des choses qui ont beaucoup divisé la population. Dans le cas de la réforme Rochon, qui est l'énième réforme pour en arriver au résultat que l'on sait, hein, le système de santé est affaibli, mais tous les régimes ne cessent de l'affaiblir parce que c'est un poste de dépense, comme ils disent, extrêmement considérable. Et donc, la fameuse atteinte de l'objectif du déficit zéro, ce qu'on appelait les conditions gagnantes. Mais rien de tout cela ne peut mobiliser personne. Et en plus, ce qu'on racontait à l'époque, c'est que Bouchard était devenu assez ombrageux, assez susceptible d'ailleurs, ça c'est trait de caractère, hein, avec sa fougue, il y a une certaine forme de susceptibilité. Il s'enfermait dans son bunker. Alors, je pense qu'il a vécu cette épreuve-là de premier ministre. C'est pour ça que, dans le cas de Legault, lui, il l'a voulu de toutes ses forces devenir premier ministre. Et je pense que Bouchard ne l'a peut-être pas vraiment voulu. Et je ne crois pas de toute façon qu'on décide de devenir un premier ministre. Bon, dans le cas de Legault, oui, c'est clair, il le voulait clairement. Il ne voulait que cela. Comme dit dans la chanson, il l'a voulu, il l'a eu. Maintenant, probablement, il ne réussira pas, d'après moi, à accomplir ce pourquoi il est allé en politique. La pandémie est venue bousculer, pas juste ses plans à lui, mais les plans de tout le monde. Alors je pense que Bouchard n'était pas à l'aise, et on connaît la suite. Il a démissionné suite à l'affaire
Claude Michaud, Yves Michaud, où Michaud avait dit que, bon, le peuple juif n'avait pas le monopole de la souffrance. Alors, il a été blâmé à l'Assemblée nationale. Michaud attend toujours des excuses de la part de l'Assemblée nationale parce que c'est un fait sans précédent qu'un citoyen soit blâmé comme ça par l'Assemblée nationale, cette entité politique. Alors, et au fur et à mesure que s'installait ce régime-là d'austérité, de réformes mal comprises, en quelque sorte de déni de démocratie dans le cas des fusions des municipalités, le tonus n'y était plus. L'enchantement n'y était plus. Il y avait quelque chose de... Et puis on se souvient aussi le soir de l'élection de Chrétien, même s'il avait... même si ça avait été une très 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 courte victoire du camp fédéraliste, il avait dit quelque chose, là, je cite de mémoire, que c'était une défaite crève-cœur des indépendantistes. C'est comme, pour user de la métaphore habituelle du hockey, c'est comme si on avait perdu 3-2 en troisième période de prolongation, un 7e match de la Coupe Stanley. J'avais trouvé ça assez arrogant de sa part. Voyons donc. Mais 25 ans plus tard, faut bien dire que c'était une véritable défaite crève-cœur. Perdre comme ça en troisième période de prolongation. Ben voilà, c'était ça, moi, mon... Mais ce que j'ai retenu, cependant, de cette campagne référendaire... il y a deux choses aussi que je voudrais vous dire. Ce que j'ai retenu de cette campagne référendaire, c'est que le désir de liberté des peuples est irrépressible. Heureusement, nous sommes sans arrêt encadrés, sans arrêt. Il y a quelque chose là, qui nous contient, littéralement, qui contient nos désirs. Hein. Et le désir de liberté est extrêmement fort. Il est nettement moins fort que le désir de sécurité. Mais, quand ce désir-là prend un être humain ou une collectivité, c'est très, très difficile à arrêter. Fort heureusement, ou malheureusement, ce désir-là n'a pas trop souvent l'occasion de s'exprimer. La deuxième chose qui m'avait frappé à l'époque, je me souviens le lendemain, le 31 octobre, au métro Papineau, il faisait froid, c'était assez déprimant, un mardi frisquet là, de novembre, non, de 31 octobre. Les gens allaient travailler et il y avait un homme près du métro avec son grand drapeau du Québec qui avait beaucoup, beaucoup de peine et personne n'a osé, personne ne jetait un regard sur lui. Même moi, j'ai fait semblant de rien, j'ai fait semblant de ne pas voir. Et ce que j'ai noté dans les jours qui ont suivi, et je pense que c'est ça aussi qui fait que je pense que Bouchard n'aurait probablement pas été l'homme de la situation, malgré sa fougue, malgré son énergie, malgré sa puissance oratoire, c'est qu'il n'avait pas le désir, je pense. Parce que j'avais eu cette impression-là assez rapidement qu'il n'aurait pas su quoi faire de cette victoire-là. Et j'ai vu autour de moi des indépendantistes presque soulagés d'avoir perdu. Ça, parce qu'on n'aurait pas su, comme si on n'aurait pas su quoi en faire. Il y a des victoires là, qui sont... c'est dur de gagner, hein? C'est dur de gagner et c'est dur d'assumer les conséquences d'une victoire. Et j'avais cette impression-là que qu'est-ce qu'on aurait fait de ça? Qu'est-ce qu'on aurait fait de cette... L'argument, c'est trop courte victoire. Il n'y a pas de trop courte victoire. Il y a des victoires, il y a des défaites. Mais il y a une responsabilité liée aux victoires. Puis ils sont moins grandes quand c'est des défaites. Parce qu'on t'impose un calendrier, on t'impose un agenda. Et ça m'avait frappé, j'allais dire, ce large soulagement.
Mais moi, dans mon cas, c'était clair, on y allait vers un match revanche. Fait que je ne voulais pas voir ni entendre ça. Ce, on l'a échappé belle, on a failli gagner. Ça, je voulais pas le voir, je voulais pas l'entendre. Mais j'ai pas cessé non plus d'y penser comme ce haut cri de jouissance de ma voisine du haut. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je pense que je vous ai dit pas mal tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Il me semble que j'oublie quelque chose. Ouais, grosse journée à la librairie aujourd'hui. Très, très, très grosse journée. Toutes les librairies vont bien en ce moment. Depuis la rouverture, on va tous bien. J'ai dû... parce que je voulais vous dire quelque chose d'autre. Du danger de ces vidéos-là improvisées. Je devrais prendre des petites notes, on met des petits mots-clés. Il ne faut pas que j'oublie de parler de ça. Il ne faut pas que j'oublie de dire ça. Ah oui. Ben oui, ben oui. Ben oui. Ben, beaucoup d'analystes et d'historiens de cette période-là semblent oublier cette chose aussi. C'est qu'il devait y avoir un deuxième référendum. Bon, Bouchard avait été nommé celui qui entreprendrait une ronde constitutionnelle avec le Canada pour préparer, pour valider, en fait, le choix du peuple concernant la souveraineté. Et c'était dans les cartons que les négociations, même si Bouchard était le négociateur en chef, échoueraient. Et à partir de cet échec-là, il y aurait un autre référendum. Alors, c'est un référendum qui annonçait un deuxième référendum. Alors, il y a le premier référendum qui s'avance et il y a le deuxième en arrière qui se prépare. Et avec le recul, peut-être que les gens se sont dit, attendez une minute, là, on va s'en taper un. Mais même si on gagne, on va peut-être s'en taper un deuxième. Alors, le deuxième, dans les cartons, est venu comme... Je comprenais la stratégie à l'époque et je devais l'approuver parce que, bon, j'ai toujours approuvé les stratégies de mon parti politique. Même si je ne les comprenais pas toujours, je me disais, ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Ce sont des politiciens professionnels. Maintenant, je comprends beaucoup mieux que la majorité des politiciens, c'est par à-coup, c'est un navigage à vue, on établit des plans, mais on fait des plans sur la comète, au fond. Les circonstances historiques peuvent déjouer toutes nos prévisions, nos projets. Et c'est peut-être cette perspective d'un deuxième référendum qui, au fond, on s'embarque dans quoi, au juste? Évidemment, faire sécession d'un pays, quel qu'il soit, est une entreprise extrêmement hardie, extrêmement courageuse, qui demande de l'énergie, qui demande des sacrifices aussi. Alors, peut-être une société aussi confortable que la nôtre, en 1995, la société québécoise comme aujourd'hui, elle va relativement bien, en tout cas sur le plan financier. Peut-être les raisons de faire l'indépendance, en tout cas les gens n'ont pas envie de prendre de risques financiers. Et quelqu'un qui essayait d'entrer à la librairie, mais la librairie est fermée, donc je peux... Mais jette des petits coups d'œil en se demandant ce que je fais. Il parle tout seul. Ben non, je vous parle. Je vous parle. Voilà, peut-être donc ce deuxième référendum-là, qui aurait eu lieu en 1996. Mais en 1996-97, jusqu'à la démission, il me semble, c'est janvier ou février 2000. Ah oui, en plus, un autre élément qui m'a un peu dérangé dans le cas de Lucien Bouchard, c'est qu'il avait jugé à l'époque, Stéphane Dion avait fait sa loi sur la clarté référendaire, une sorte de déni de démocratie aussi. Ça prend une majorité qui est plus importante que 50 plus 1. Bon. Et une question claire, et une majorité plus importante que 50 plus 1. Il avait jugé, et ça l'avait découragé, sans voir qu'il avait été lui-même peut-être à l'origine d'une désaffection à l'égard de la cause nationale, en tout cas de la cause indépendantiste. C'est qu'il avait jugé, suite à l'adoption du projet de loi sur la clarté référendaire du gouvernement central fédéral, il avait jugé
que les Québécois ne réagissaient pas, qu'ils étaient apathiques finalement. Mais on réagit comment? Je veux dire, devant un projet de loi hypothétique pour un référendum hypothétique dans une situation historique hypothétique. Et là, ben, notre premier ministre nous dit ils réagissent pas, je suis découragé, je retourne dans mon bunker. Ça, j'ai trouvé ça étonnant. C'est lui le leader. C'est lui qui doit alimenter la flamme. C'est lui qui doit donner l'énergie. Pas de se retourner vers son peuple et dire ben, vous réagissez pas. Ah ben, si vous réagissez pas, je retourne chez moi. Non, c'est pas. On le voit bien, les grandes causes, quelles qu'elles soient, elles sont toujours animées, propulsées, alimentées par un petit nombre d'individus extrêmement déterminés et qui ne cèdent rien. C'est comme ça que ça fonctionne. La plupart des gens ont autre chose à faire que de se préoccuper de politique, mais avec des militants, avec des politiciens enflammés, avec des déterminés, convaincants, eh bien là, les choses peuvent se mettre en mouvement. Mais on ne se retourne pas vers les gens quand on est un leader, en tout cas. On n'accuse pas la population ben, de frilosité ou d'apathie ou d'indifférence même. Parce qu'au fond, cette loi-là sur la clarté référendaire, au fond, tout le monde en avait cure. Alors voilà, vous avez compris que des sentiments plutôt mitigés à l'égard de Lucien Bouchard, aussi après ses déclarations, on ne travaille pas assez. Ça, voyons, qui travaille pas assez? Je veux dire, il y a les gens, il y a deux sortes, hein? Il y a ceux qui travaillent trop, et souvent travaillent dans des conditions difficiles, pour des salaires difficiles, et il y a les grands joueurs, et qui, eux, sont dans leur passion, peu importe que ça les paie beaucoup, puis généralement, les grandes passions paient, hein? Ne serait-ce que par l'effet de la passion, mais souvent aussi, les grandes passions engendrent des revenus importants. Et il n'y a pas de mérite, au fond, à se livrer à sa passion. Tandis qu'aller travailler là, dans des conditions difficiles, pour des salaires modestes, et puis de dire à ces gens-là qui travaillent dans des conditions difficiles pour des salaires modestes, ben vous ne travaillez pas assez. Ça, on peut dire ça aux grands joueurs, vous ne jouez pas assez. On ne peut pas dire à des gens, vous ne travaillez pas assez. Il y a des gens qui travaillent très fort pour pas grand-chose. Cette déclaration-là de Bouchard avait personnellement contribué à mon désenchantement. Je lui conserve toujours de l'affection, de la reconnaissance même pour cette quasi-victoire et cette défaite dramatique. Hein? Mais je pense que son héritage sera en demi-teinte. En demi-teinte, puis même en teinte très très délavée. Ben voilà, deuxième vidéo aujourd'hui. Hein? Je me lâche lousse. Mais je ne pouvais pas ne pas vous parler du 30 octobre 1995. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler aujourd'hui, 25 ans plus tard. Du soulagement de beaucoup de gens. C'est ça que je retiendrais, moi. Si on me demandait, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Ben, on a été nombreux, je m'exclus, à avoir été soulagés par la défaite. Et ça, il faudrait réfléchir, c'est quoi notre rapport aussi à la victoire? Hein? C'est quoi notre rapport au combat de l'existence? On ne peut pas juste se contenter de dire, ben, j'ai participé. Non, il faut gagner. Quand on s'embarque dans quelque aventure que ce soit, il faut vraiment tout faire pour gagner. On a gagné. On a gagné. Il faut tout faire. Ouais. Je peux même comprendre, vous voyez, hein? Je peux même comprendre que le camp adverse qui ont usé de tricherie. Ouais, mais d'imaginer qu'un État comme le Canada,
avec ses armées, son armée, ses services secrets, son corps diplomatique, euh, sa, sa, sa puissance au niveau symbolique, au niveau réel. Il n'y a pas un État au monde qui accepte de ne pas user de tous les moyens nécessaires pour empêcher son démantèlement ou sa partition. Il n'y en a pas un. Ça n'existe pas. Alors, partant de là, c'est sûr que tous les moyens vont être mis. Puis on va dire, ah, mais il a triché. Ben, oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tous les moyens sont bons. Allez, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, portez-vous bien. Et à bientôt pour de nouvelles aventures numériques.